Nationale, une confusion selon les forces armées qui illustre les défis de la gestion de l'information dans les zones en proie à l'instabilité. Et puis la RDC devra présider cette année la présidence en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. En prélude de ce grand événement, le secrétaire exécutif de la CIRGL a eu une séance de travail avec les experts congolais à suivre dans ce journal. Enfin, la route partant de Kanyama-Kassese à Mweneditu, autrefois impraticable et boueuse, et à ce jour une piste solide, et cela grâce aux bâtisseurs du service national qui ont mis quelques semaines de travail abattu pour réhabiliter ce tronçon au grand bonheur de la population. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça sera tout pour les titres. Il n'y a jamais eu de massacre à Moba, dans la province du Tanganyika. Dans la nuit du 14 au 15 juin dernier, les forces armées congolaises ont fait un démenti formel sur la prétendue rumeur d'assassinat de 318 civils. Pour le porte-parole de l'armée congolaise, Sylvain Ekenge, c'est une fausse information diffusée sans vérification par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. On l'écoute. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit du samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire de Moba, province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire de Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées rendue publique sans vérification préalable est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant le bilan de la situation sécuritaire du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme des groupes armés Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie de Kansabala en territoire de Moba. Sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika, l'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculées par des personnes mal intentionnées dans le but de nuire à la crédibilité de l'armée nationale. Elle dénonce enfin la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Justement, à la suite d'une confusion survenue lors de la plénière du 15 juin, le député national John Banza, président du caucus des élus du Tanganyika, a démenti l'information selon laquelle 318 personnes auraient trouvé la mort à Moba. On l'écoute. Une mise au point a été faite le mardi 17 juin 2025 par le député national John Banza, président du caucus des députés nationaux du Tanganyika, à la base de malentendus observés suite à l'information relayée par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe au cours de la plénière du 15 juin, faisant état d'un drame humain qui aurait causé la mort de 314 personnes dans le territoire de Moba au cours du week-end dernier. Selon l'élu de Kalemi, il y a eu erreur du caucus des députés nationaux du Tanganyika sur l'interprétation des chiffres communiqués au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe lors de l'audience leur accordée. Le député national John Banza a reconnu être à la base de cette confusion et précisé que le chiffre communiqué représente en réalité un cumul des pertes humaines enregistrées dans la région sur une période de 4 ans et non un bilan d'un événement intervenu durant les week-ends.
Je suis la personne la mieux placée pour porter cette correction. En fait, l'information relayée par le président de l'Assemblée nationale a été reçue de notre part. C'est le président de la société civile de MOBA qui a alerté les caucus des députés nationaux qui, à leur tour, ont communiqué au président de l'Assemblée nationale. En fait, il s'agit d'un drame réel qui se déroule depuis quelques années et que les chiffres évoqués est un chiffre cumulé depuis que les atrocités ont commencé vers les années 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas d'un massacre d'une seule journée ou de 2 jours ou de 2 semaines. Donc c'est sur cette période que ces drames s'est produit. Nous devrions apporter cette précision que nous n'avions pas au moment où on a communiqué avec le président. Donc le président de l'Assemblée nationale n'est pour rien dans cette communication. Donc il a fait écho de ce que nous lui avons dit et le président de la société civile avait omis de nous donner cette précision qui est très importante. Nous remercions le président de l'Assemblée nationale qui est très sensible aux difficultés, aux problèmes qui touchent nos populations, qu'il est vraiment engagé pour chercher des solutions de paix et de développement de notre pays. Nous continuerons à les remercier pour sa sensibilité. Cette clarification intervient après la publication d'un communiqué de l'Assemblée nationale à la télévision nationale rectifiant l'information diffusée par le président de l'Assemblée nationale lors de son intervention faite en guise de compassion en réaction aux éléments transmis par les caucus du Tanganyika. Faire du développement durable une priorité. Le Premier ministre a eu des échanges avec le réseau des parlementaires, des échanges qui ont tourné autour du développement durable qui va permettre de suivre de près les actions en faveur des ODD. Chimène Dondo Pampaoumba pour ce commentaire. Ils sont venus avec une mission claire, faire du développement de la RDC une réalité durable. Mais dans la main, avec le gouvernement, de députés s'engagent pour un avenir meilleur. Ce lundi, à Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le réseau des parlementaires pour les objectifs de développement durable. Conduit par le député John Banza Lunda, ces réseaux, tout juste installés à l'Assemblée nationale, regroupent une 60aine d'élus. Objectif, soutenir la mise en œuvre des ODD en RDC à travers de lois, du contrôle parlementaire et la sensibilisation. Nous avons remarqué que le gouvernement conduit par son Excellence Madame la Première ministre fait des efforts. Aujourd'hui, il y a déjà 18% de réalisations, ce qui est au-delà de la moyenne mondiale. La moyenne mondiale est autour de 15%, donc nous sommes à 18%, c'est déjà une bonne chose. Mais ensemble, avec la mutation vers les budgets programmes, ensemble avec le concours des parlementaires, je crois que nous pouvons aller au-delà de ce chiffre qui est là aujourd'hui. Face aux défis environnementaux et sociaux, la chef de l'exécutif central a salué l'initiative, appelant à une synergie pour faire du ODD une réalité à tous les niveaux de l'État. L'actualité, c'est aussi le Costa Rica qui a rejoint officiellement l'initiative pour les forêts d'Afrique en tant que signataire de la déclaration internationale. Désormais, les communautés locales qui contribuent à la protection des forêts vont bénéficier des fonds alloués au niveau international et des bailleurs de fonds. Un reportage de Jojo Ndimbo. Le Costa Rica vient de rejoindre l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI, en signant officiellement la déclaration interministérielle pour sceller un partenariat d'apprentissage mutuel et de partage d'expériences représentant la ministre en charge de l'environnement et développement durable, l'ambassadeur Paul Ampolé Losco, a fait savoir que le Costa Rica a une longue expérience en matière de paiement pour les services environnementaux et que le pays du bassin du Congo vont bénéficier de l'expérience du Costa Rica qui, au niveau mondial, est la toute première expérience cotée et reconnue. Dorénavant, sur les 100% des fonds, au moins 70% serviront à payer en espèces les populations locales qui protègent les forêts.
Cette cérémonie a été marquée par la présence de l'ambassadeur du Costa Rica, Christian Guillemé Fernandez, de la chef du secrétariat CAFI, Berta Pesti, de l'ambassadeur de la RDC au Costa Rica, Impole Losco Efambe, représentant la ministre de l'Environnement, de la directrice du PNUD à Genève, Agi Verès, et des représentants des pays du bassin du Congo, notamment le Cameroun, le Gabon, la RCA et le Congo-Brazzaville. Sachez aussi que plusieurs réalisations sont palpables dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, du Nord et Sud Ubangi, ainsi qu'en Ituri, cela dans le cadre du projet du gouvernement STEP exécuté dans cette partie du pays. Christine Nenzo pour ce reportage. Démarré en 2013, le projet STEP est en train de se clôturer. Ce projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix avait comme objectif d'assister des communautés vulnérables pour les orienter vers une résilience communautaire en leur offrant les infrastructures et en appuyant les vies quotidiennes grâce aux moyens de subsistance. Voilà pourquoi le CSPP STEP, qui chapeaute ces projets, a organisé cet atelier final d'impact du projet STEP pour la paix en réunissant tous les acteurs et les notables des provinces bénéficiaires. 957 écoles primaires pour appuyer la gratuité de l'enseignement, 279 centres de santé et 170 forages et systèmes d'adduction d'eau potable. En 11 ans, les projets STEP de l'État congolais financé par la Banque mondiale a transformé la vie de plusieurs Congolais. Le projet a aussi contribué au niveau de la structuration et de la gouvernance du secteur des actions sociales non contributives, a reconnu les représentants de la ministre Nathalie Aziza Monana, ministre des Affaires sociales, ce qui a été aussi renchéri par François Kabemba, chargé des opérations du projet STEP, précisant que les stratégies mises en place permettront de pérenniser les acquis de ce projet. Et donc, nous laissons une confiance soudée entre la population et les administrés, les autorités et leur population, qui est la base, le fondement même. Occasion pour les délégués des provinces bénéficiaires de témoigner et de remercier la Banque mondiale pour les actions à impact visible ayant renforcé la crédibilité de l'État congolais, puis suivez la table ronde. La 38e conférence annuelle du Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants et administrations fiscales va se tenir ici à Kinshasa sous le thème « Nouveaux défis fiscaux, fiscalité environnementale et des ressources naturelles, fiscalité et genre ». Un reportage de Jean-Pierre Ndolodemazou et José Dimonekene. La Direction générale des impôts a l'honneur d'accueillir pour la 2e fois cette conférence 10 ans après, après avoir organisé en mai 2015 le 30e colloque international du CLEDAF. Dans son mot, le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, s'est dit satisfait du thème choisi pour cette grande rencontre régionale. Ces choix témoignent de l'intérêt toujours grandissant que l'administration fiscale congolaise porte aux activités du CLEDAF, qui est non seulement un haut lieu de partage d'expériences et de bonnes pratiques, mais également un cadre de raffermissement des liens entre les responsables des administrations fiscales des pays membres, nécessaire à la promotion d'une coopération fiscale mutuellement avantageuse. Le président du CLEDAF a loué la présente conférence qui lui permet de présenter le rapport de son mandat. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter aujourd'hui à Kinshasa le rapport moral de mon mandat. C'est un moment solennel et structurant pour la vie de notre organisation, un moment de bilan, mais aussi de perspective. La vice-ministre des Finances, qui a représenté son titulaire, a reconnu aux participants la volonté de se pencher sur les défis pour un avenir meilleur du CLEDAF. Les défis économiques majeurs auxquels le monde est confronté depuis 2020 exigent de nous une révolution fiscale dans nos pays respectifs, afin d'améliorer et de maximiser la collecte des recettes publiques. Je déclare ouvert les travaux de la 38e conférence annuelle du Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants
des administrations fiscales et je vous remercie. Les participants se sont mis au travail avec l'organisation des ateliers. La clôture des travaux de la 38e conférence annuelle du CLEDAF interviendra le 20 juin prochain. Je le dis en titre, la RDC assure cette année la présidence de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. En prélude au sommet des chefs d'État prévu à Kinshasa, le secrétaire exécutif de la CIRGL séjourne dans la capitale où il a échangé avec les experts congolais en présence du ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga, Willy Tunakov. En séjour de travail à Kinshasa, ambassadeur Joao Samuel Kayolo, secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL, accompagné de sa délégation, a été reçu en audience ce mardi 17 juin 2025 par le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mokanzu, en son bureau de travail de l'immeuble Mongala à Kinshasa-Gombe, en présence de la coordonnatrice de la CIRGL RDC et de quelques membres de son cabinet. Après lui avoir présenté ses civilités et expliqué l'objet de sa mission officielle, celle relative notamment aux travaux préparatoires pour la présidence en exercice de 2 ans à la tête de la CIRGL confiée à la République démocratique du Congo par les derniers travaux de Luanda en Angola. Peu après, ensemble, ils se sont rendus à l'immeuble du gouvernement situé non loin de là, où Maître Didier Mazenga Mokanzu a ouvert en présence du vice-ministre de Mines, Godard Motemona, une séance de travail mixte de hauts fonctionnaires et autres experts de 2 ministères, à savoir le ministère de l'intégration régionale et du ministère de Mines, sous la coordination de Joao Samuel Kayolo. Au menu de ces échanges, les orientations et les stratégies à peaufiner au plan politique, sécuritaire et économique devant permettre à la CIRGL la traçabilité de minerais congolais afin de lutter contre l'exploitation illicite et l'exportation frauduleuse vers l'étranger des minerais congolais par le pays ou la région, dont le Rwanda voisin. Et puis, dans le cadre d'une mission d'itinérance sur les sites aéroportuaires de 3 provinces, le président du conseil d'administration de la RVA a évalué le niveau d'exécution des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Bipemba. Keren Kankolongo pour ce reportage. 3 sites aéroportuaires ont reçu des hôtes de marque. Il s'agit des installations de l'aéroport de Lualaba, de Lubumbashi et de Bipemba à Mbujimayi en pleine rénovation. À Mbujimayi, le président du conseil d'administration de régie de voies aériennes, le professeur Trifon Kinke Mulumba, a visité les 9 chantiers ouverts à cet effet. Parmi les sites inspectés figurent la tour de contrôle, la caserne anti-incendie, la nouvelle piste ainsi que le champ solaire, une innovation majeure conçue pour garantir l'autonomie énergétique de l'aéroport. Ce champ solaire est capable de produire jusqu'à 300 MW. L'énergie générée est stockée dans plus de 300 batteries de lithium, chacune ayant une durée de vie estimée à 15 ans. Peu avant, le PCA de la régie de voies aériennes, Trifon Kinke Mulumba, a échangé avec le gouverneur du Kasaï oriental, Augustin Kayembe, pour des civilités. Nous sommes là pour faire respecter la réglementation de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Vous savez, un avion pour décoller, pour atterrir, il lui faut des espaces. Mais si cet aéroport est envahi par des maisons, eh bien, il y a la sécurité de l'avion, la sécurité des passagers et même la sécurité des personnes qui sont au sol. Nous sommes donc venus ici pour une visite de courtoisie auprès du gouverneur et en même temps lui demander d'accompagner la régie des voies aériennes qui est la société de l'État. Si nous n'avons pas son accompagnement, nous n'arriverons nulle part. Trifon Kinke poursuit avec sa mission d'inspection des travaux de réhabilitation des sites aéroportuaires à travers les provinces. Longtemps abandonnée, la route reliant la localité de Kanyamakasese à la ville de Mweneditu a été réhabilitée par les bâtisseurs du service national. À la manœuvre, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouit, commandant du service national. Cédric Kenina pour ce reportage. De la boue à la vitesse, la renaissance de la route Kanyamakasese-Mweneditu. Autrefois impraticable et boueuse, la route reliant Kanyamakasese à Mweneditu renaît grâce au travail acharné du service national. Résultat,
Une piste solide, large et bien aménagée par les bâtisseurs de la nation, sur laquelle on peut rouler jusqu'à 160 km à l'heure sans encombre. Une véritable bouffée d'oxygène pour les usagers, les commerçants et les populations locales. Je vois qu'ils travaillent très bien. Et je souhaite qu'on leur confie la charge de réhabiliter toute cette route, de l'Oubilangi jusqu'à Lomami. On peut parcourir cette route sans difficulté. Il était vraiment dans un état très délabré. Et nous voyons ces jours à travers la réhabilitation déjà avec le service national, et la population est en train de saluer l'œuvre que le chef de l'État vient d'amener à Kanyama à travers le service national. Pour quitter Kanyama et arriver ici, le trafic est paisible. On a fait 10 à 15 minutes. Ces tronçons, c'est le 1/5 de la route nationale numéro 1. Ces travaux initiés et réalisés en quelques semaines par le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, sont la preuve qu'avec la volonté et l'organisation, les choses peuvent changer en République démocratique du Congo. L'augmentation du volume des exportations des produits agricoles congolais vers la Chine et l'accroissement des investissements chinois sur le sol congolais sont là quelques recommandations formulées au terme de la 4e exposition économique et commerciale Chine-Afrique, nous dit Eric Kabamba. La 4e exposition économique et commerciale Chine-Afrique s'est clôturée sur des résultats très positifs, beaucoup plus pour la République démocratique du Congo. Au terme de ces travaux des 3 jours, la Chine vient de décider d'augmenter le volume des exportations des produits agricoles congolais. Une décision qui a réjoui les ministres du commerce extérieur, qui étaient l'un des représentants de la RDC à ces travaux. Le ministre de l'Agriculture a dû signer un contrat avec son homologue chinois pour permettre l'entrée sur le territoire chinois de 47 produits agricoles. Et donc là, il va appartenir aux opérateurs économiques de contacter désormais l'Agence nationale de promotion des exportations, ANAPEX, mais également l'Office congolais de contrôle OCC, pour qu'ils puissent s'aligner sur les normes, sur la conformité, sur les exigences de la partie chinoise. Julien Paluku a aussi arraché, au cours de ses travaux, la signature des partenariats pour la modernisation de la foire internationale de Kinshasa et de l'Office congolais de contrôle. L'entreprise Yunnan Investment a accepté effectivement de devoir financer la modernisation de la foire internationale de Kinshasa. Mais nous voudrions que cette fois-ci, d'autres opérateurs économiques, d'autres entreprises viennent également se réunir à Kinshasa à travers notre foire internationale pour que chaque année, nous puissions également éditer un événement annuel à Kinshasa qui va faire venir le monde entier. La Chine a aussi rassuré de l'accroissement des investissements chinois sur les sols congolais et aussi de l'augmentation des échanges commerciaux entre Kinshasa et Pékin. Avec sa diplomatie offensive, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a réussi à mettre le pays sur orbite. Le Rwanda est aujourd'hui en marge des instances régionales telles que la CEAC. Freddy Kita, acteur politique, était devant la presse pour évoquer des questions liées à l'actualité de l'heure. Cédric Enina nous en dit plus. C'est un tour d'horizon de l'actualité nationale, de la situation sécuritaire à la situation diplomatique et les succès enregistrés grâce au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La situation sociale et économique, Freddy Kita, acteur politique, a d'une manière détaillée devant la presse égrené chaque point. Notre diplomatie, autrefois discrète, est aujourd'hui une voix qui compte. À Addis Abeba, à Paris, à New York, à Bruxelles, à Oslo, à Tel Aviv, à Ottawa, nous avons porté haut et fort notre voix, présenté les faits, exigé le respect de notre souveraineté. Et le monde a écouté. Les partenaires régionaux et internationaux ont commencé à faire entendre ouvertement leur soutien. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a enfin reconnu la légitimité de notre combat. Par sa résolution 2773, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné fermement l'offensive du M23 ainsi que l'aide
rwandaise à ces mouvements rebelles. Pour clore son discours, cet ancien membre du gouvernement a invité les chefs de l'État à porter la candidature de la RDC au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie lors du prochain rendez-vous l'année prochaine au Cambodge, avant d'appeler à l'unité autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Appelés à trancher des litiges relatifs aux commandes publiques, juges et magistrats des parquets sont à l'école de formation sur le marché public. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, y voit une occasion pour aiguiser le savoir des magistrats. Edith Chala nous en dit plus. Ce séminaire de formation a donc pour ambition de doter les participants des connaissances nécessaires à une compréhension approfondie afin de permettre un contrôle plus rigoureux, une meilleure prévention des dérives et une répression efficace des infractions liées au marché public. Plus qu'une simple formation, cette rencontre étalée sur 3 semaines symbolise une volonté conjointe de bâtir un socle de collaboration durable entre le pouvoir judiciaire et cet organe de régulation. Un partenariat qui s'inscrit dans une dynamique de transparence, de redevabilité et de lutte contre la corruption dans la commande publique. Voilà, un invité dans ce journal, Dona Kalala, il est conseiller référendaire à la Cour des comptes. Monsieur Dona Kalala, bonsoir. Bonsoir madame. Voilà, vous êtes venu sur ce plateau pour nous annoncer une mission d'audit dans les entités du budget annexe que vous allez bientôt lancer. Il s'agit de quoi exactement ? Oui, madame, la Cour des comptes a lancé à partir d'aujourd'hui une série de missions d'audit dans les entités émergentes du budget annexe, notamment les universités et certains établissements hospitaliers de la ville de Kinshasa. Il y a cette mission-là qui a commencé aujourd'hui et nous avons tenu à ce qu'on l'annonce officiellement pour que l'opinion soit fixée, que la Cour des comptes a lancé une mission dans les entités émergentes du budget annexe. Est-ce qu'il y a des entreprises, en fait, est-ce qu'il y a une liste des entreprises que vous avez ciblées? Sinon, si oui, il y en a combien? Oui, nous avons un échantillon que nous avons ciblé. Pour les universités, il y en a 3. Il y a l'université de Kinshasa, il y a l'université pédagogique nationale et la haute école de commerce de Kinshasa. Et pour les hôpitaux, nous avons l'hôpital général de référence de Kintambo, nous avons les cliniques universités de Kinshasa, les centres hospitaliers universitaires Renaissance ex-Mamaemo et les cliniques quinoises. Voilà, ce sont là les établissements qui sont concernés par les missions qui sont lancées aujourd'hui par la Cour des comptes. En dehors de ces entités émergentes du budget annexe, nous avons lancé aussi des missions auprès de certains codes comptables. Voilà. Mais quel est le but poursuivi par cette mission ? C'est d'abord la mission traditionnelle de la Cour des comptes, c'est de s'assurer de la mobilisation optimale des ressources d'État et de l'utilisation de la bonne utilisation de ces ressources. Donc nous allons dans ces entités d'abord pour nous assurer que les recettes sont mobilisées de manière optimale et puis voir comment ces recettes qui sont mobilisées sont en train d'être utilisées, s'ils sont utilisées à bon escient. En cas de détournement, qu'est-ce qui arriverait à ces entreprises? Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues selon la loi? La loi a prévu des sanctions. En cas de faute de gestion, la Cour des comptes va fixer les dossiers, juger, condamner par les amendes. S'il y a des détournements, ce sont les infractions des droits communs. Nous allons orienter ça vers les juridictions compétentes qui jugent de ce genre d'infractions. Voilà, pour terminer, est-ce qu'il y a des critères de sélection pour avoir choisi ces hôpitaux? Est-ce qu'il y a eu des critères de sélection sur lesquels la Cour des comptes s'est basée pour auditer justement ces entreprises publiques? Il faudra dire, madame, que la Cour des comptes travaille sur base d'un programme annuel d'activité. Ce qui est au début de chaque année, la Cour des comptes établit son programme d'activité. Dans ces programmes d'activité, nous avons déjà ciblé les secteurs qui vont être audités. Ça rentre dans ce cadre-là. Mais il faudra aussi signaler donc, il n'y a pas de critères de sélection? Non, les critères de sélection, c'est le programme d'activité de la Cour des comptes. Nous avons prévu, dès le début de l'année, d'auditer dans le secteur des budgets annexes. Donc, nous avons pris le premier échantillon, qui est celui que je viens d'annoncer. Les missions vont continuer. Nous allons aller même en province auprès des entités qui sont de la même catégorie ou d'autres catégories. En dehors du programme annuel, il peut y avoir aussi
la clameur publique. Quand on dit par exemple il y a scandale dans telle entité ou il y a la dénonciation, la Cour des comptes peut diligenter une mission d'enquête aussi sur base de ces critères-là. Voilà, est-ce que vous avez un dernier mot pour terminer? Pour terminer, je voudrais seulement sensibiliser les responsables de ces entités, que les magistrats de la Cour des comptes vont descendre dans leurs entités déjà à partir de demain. Il faudra les accueillir. J'attire aussi l'attention de ces responsables que l'entrave aux missions de la Cour des comptes constitue une faute de gestion et il y a des sanctions très sévères qui sont prévues par la loi Possé. D'accord. Donna Kalala, merci d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller référendaire à la Cour des comptes. Je suis conseiller référendaire à la Cour des comptes, magistrat. Je suis aussi conseiller chargé des communications au sein du cabinet du premier président de la Cour des comptes. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Après la ville de Mbandaka, le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants s'est rendu à Bouendé dans la province de la Chuapa. Guy Mwandianvita, sur place, présidait le conseil provincial de sécurité avant de s'entretenir avec les femmes des militaires. Un reportage de Sandra Nyangui. Dans son itinérance dans les Grands Équateurs, en vue de palper les réalités de la 13e région militaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwandianvita, est arrivé à Bouendé, chef-lieu de la province de la Chuapa. Sur place, il a présidé le comité provincial de sécurité élargi aux organes. Au cours de cette réunion, les participants ont abordé les diverses préoccupations relatives à la sécurité dans la région. Le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, séance tenante, a invité les parties prenantes à une approche collaborative afin d'assurer une paix durable. À la suite du comité provincial de sécurité, le VPM de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwandianvita, a visité quelques installations militaires, notamment le Kondongo, l'hôpital militaire, ainsi que le mess des officiers en état de délabrement très avancé. Face à la promiscuité dans le Kondongo et la spoliation du domaine militaire, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants a rassuré que les mesures sévères et plus contraignantes seront prises pour rétablir la délimitation du domaine militaire et assurer sa sécurité. Comme à l'accoutumée, les épouses des militaires ont invité le patron de la Défense nationale à un échange autour des questions liées aux familles des militaires. Répondant favorablement à cette sollicitation, il a prêté une oreille attentive à leurs doléances et leur a promis de les porter directement au commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des solutions efficientes. Sans répit, il s'est envolé en direction de Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. Kinshasa va accueillir au mois de juillet une réunion de haut niveau sur la transhumance dans la région de l'Afrique centrale. En prévision de ces assises, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu ce mardi le président de la CEAC, Gilbert Verissimo, accompagné du ministre congolais de l'intégration régionale. Regardez. Une réunion de haut niveau sur la transhumance en Afrique centrale aura lieu le mois prochain à Kinshasa. Et pour la réussite de ces assises décidées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des États de l'Afrique centrale CEAC, le président de la commission de cette organisation, accompagné du ministre congolais de l'intégration régionale, a été reçu en audience ce mardi 18 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif, indique les hôtes du président de la République, est de discuter des enjeux liés à la transhumance, notamment des conflits entre éleveurs et agriculteurs, des dégâts aux cultures, des problèmes de sécurité et des risques sanitaires pour le bétail. Nous sommes là il y a quelques jours. On a rencontré les autorités, les différents ministères, environnement, justice, intérieur, intégration régionale, que les ministères qui sont liés à ce phénomène de la transhumance. Et il fallait maintenant venir rendre compte à son Excellence, Monsieur le Président, de qu'est-ce que ces réunions ont donné. Et c'est ça qu'on a fait. Et on a les instructions de Monsieur le Président pour continuer à travailler, pour tenir cette réunion ici des experts jusqu'au niveau des ministres, en principe du 16 juillet au 19.
Les assises de Kinshasa envisagent d'associer d'autres pays qui ne sont pas membres de la CEAC pour mieux élaborer des stratégies pour une gestion durable de la transhumance et la prévention des conflits. Ce système a été dénommé le Mbororo. Et c'est dans ce cadre-là, il y a plus ou moins 3 pays de l'Afrique centrale. Il s'agit là de la RDC, Centrafrique, Tchad, plus le Cameroun, donc 4 pays. Et nous avions dit, selon les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous devrions associer aussi d'autres pays qui ne sont pas pays membres de la CEAC. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions organisé 3 jours de réunion avec le président de la Commission, avec les experts des différents ministères. Et nous allons organiser des réunions de hauts fonctionnaires et les conseils de ministres. À ce moment-là, nous allons prendre une décision qui sera soumise au chef d'État et du gouvernement de la CEAC. La réussite de cette réunion est cruciale pour favoriser la coexistence pacifique entre les différentes communautés et garantir la durabilité de l'élevage transhumant dans la région. Et puis, le député national Rukema Makangura dénonce le comportement de certains inciviques qui créent plutôt l'insécurité dans le haut plateau, dans la province du Sud Kivu, sous prétexte de protéger la minorité Tutsi pour justifier l'agression rwandaise au cours d'une rencontre avec le SG du parti présidentiel. Il a exprimé son désaccord avec ces hors-la-loi qui met la cohabitation pacifique prônée par le chef de l'État, Alain Bikaï. En sa qualité de député national de l'UDPS, Lévis Rukema Makangura est venu dénoncer l'attitude paternaliste de Kagame et exprimer son désaccord avec les comportements manifestés par certains compatriotes qui, sous prétexte de protéger la minorité dans les hauts plateaux dans le Sud Kivu, créent un climat délétère qui ne cadre pas avec la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sur la cohabitation pacifique. À cet effet, le leader Ouvira appelle ses compatriotes à ne pas tomber dans les pièges de l'envahisseur pour qu'il justifie sa présence en République démocratique du Congo. Cette situation interpelle tout le monde parce qu'il y a certains comportements qui sont affichés par certains compatriotes congolais. Ils posent des actes comme s'ils roulaient pour le compte de l'ennemi. Et là, ils enchérissent le prétexte qui est toujours avancé par l'agresseur, le régime de Kigali, qui, selon lui, vient au Congo pour protéger les Tutsis. Alors qu'en réalité, il n'y a aucun Tutsi, aucun Munyamulenge qui l'a appelé pour défendre sa cause. Nous avons des responsables auprès desquels nous soumettons les moindres difficultés qui sont au sein des communautés et ils sont à même de les résoudre. Mais ces compatriotes congolais s'emportent aux civils, même aux policiers. À son tour, le président intermédiaire de l'UDPS, honorable Augustin Kabouya, a pris l'engagement de faire rapport acquis des droits. C'est dans une ambiance de convivialité que ces élus nationaux se sont séparés. C'est officiel, le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka, membre du présidium de l'Union Sacrée, vient de transmettre au secrétaire permanent les noms des membres qui peuvent désormais siéger à la conférence des présidents. C'est le questeur adjoint du Sénat qui a transmis cette correspondance à André Mbata. Robert Ndechisensé était présent. Poignée de main fraternelle entre le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, et le questeur adjoint du Sénat, Pascal Bitika, porteur d'une lettre de l'autorité morale de la plateforme Fifi Masuka, désignant les noms des membres du regroupement A24, A25 et AN pour siéger à la conférence de présidents de l'Union Sacrée de la Nation. Le secrétaire permanent a officiellement reçu cette lettre de Marie-Thérèse Fifi Masuka. Ces désignations visent à assurer une représentation équilibrée et à renforcer l'unité au sein de l'Union Sacrée de la Nation. Si d'abord il y a la propreté qui est visible et les sérieux, parce que comme vous le savez, notre secrétaire permanent c'est quelqu'un qui incarne l'idéologie du président de la République. Et comme vous le savez encore, que notre secrétaire permanent, c'est quelqu'un qui a une sens élevé patriotique et c'est un fin politique. Nous, on l'appelle souvent Caïman.
André Mbata a souligné l'importance d'une meilleure collaboration étroite entre les différentes composantes de l'Union sacrée. Il a transmis à l'autorité morale de la plateforme Fifi Masuka ses remerciements pour la réussite de la 12e conférence de présidents tenue à Kolwezi. La plateforme Fifi Masuka et les 3 regroupements qui la composent, nous avons là affaire à des acteurs majeurs de la vie politique dans notre pays, des acteurs majeurs au niveau de l'Union sacrée de la nation. J'en ai profité également pour présenter nos félicitations à Madame Fifi Masuka Saini, qui est gouverneure de Lualaba, mais aussi, il faut le souligner, est membre du Présidium pour le succès sans pareil lors de l'organisation de la 12e conférence de gouverneurs de province. Le dépôt de cette lettre représente un pas significatif vers une meilleure organisation au sein de l'Union sacrée de la nation et la conférence de présidents est attendue dans le prochain jour. Et c'est la fin de ce journal, rédigé par Gauthier Kiassi, sous la supervision d'Oscar Mbalkaïj. Jacques Kababwa était à la coordination, Simokan Kolongo et Ramadan Poki à la réalisation. L'actualité continue sur notre chaîne. Retrouvez à 23h Robert Ndeye Tshisense, 7h Erudus Kitutu. Moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.